Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée création digitale à l'heure des réseaux sociaux. Donc la thématique de la soirée va être basée principalement sur vraiment la créativité et les réseaux sociaux. Donc au cours de ces dernières années, les moyens de communication ont totalement explosé. Internet, qu'on peut voir aujourd'hui comme un grand fédérateur, tout va vers du tout IP, à modifier les processus créatifs. Enfin, ça, on en débattra. On ne sait pas encore sûr, mais il y a des gens qui disent qu'effectivement, ça a modifié, et puis il y a d'autres qui vont dire que finalement, ça n'a rien changé du tout à la création. En tout cas, aujourd'hui, la plupart des acteurs qui mettent le doigt dans le digital doivent faire face à une multitude de canaux qu'il faut à un moment donné maîtriser. Et dans ce contexte-là, on parle de façon assez classique de 360. Donc, in fine, la question qu'on va essayer de voir ce soir et autour duquel on va débattre, c'est est-ce qu'il y a l'émergence de nouveaux métiers? Est-ce qu'il y a une créativité spécifique au digital? Et en gros, est-ce qu'on est rentré dans l'ère d'une communication de mutants? Et est-ce que l'ère des mutants numériques est arrivée? Alors pour débattre, ce soir on a Anne Blessaguet, qui est directrice de création de l'agence Because of Him, c'est ça? Voilà. On a Yann Gourvenec, qui est expert visionary marketing. Si je me trompe, tu dis normalement ça devrait être ça. Geoffrey Dorn, qui est, on t'a baptisé chercheur graphiste. Est-ce que ça te va? A priori, ça devrait être ça. Jean-Louis Fréchin. Alors toi, tu as eu le droit à visionary designer. Ah bon? Je pense que ça te correspond assez bien, finalement. Voilà. Michael Chaise, qui est expert Creative Cloud chez Adobe. Donc là, je pense que c'est assez correct aussi. Mais ça dépasse clairement. Tu es plus évangéliste, en fait. Ça, c'est ta fonction actuelle, mais en fait, un véritable évangéliste du net. Mathias Gabor, qui nous rejoint depuis Montréal. Donc merci infiniment d'avoir fait tout ce chemin, donc une partie n'est pas forcément très agréable d'après ce que j'ai cru comprendre, et donc de venir de Montréal. Donc toi tu es VP Marketing Excellence dans une agence qui s'appelle William à Montréal. Antoine Bueno, donc écrivain prospectiviste, c'est l'idée. Nicolas Seriola, tu peux nous rejoindre. Donc toi tu es directeur de création chez Admail, et puis tout le monde connaît Peter, voilà, qui est donc le directeur de l'école IRTU. Donc on va commencer avec, on a 7 sessions qui sont identifiées, on a essayé de faire une timeline un peu logique, on va dire, et la première session, donc je vais donner la parole à Yann. L'idée c'est de délivrer des chiffres sur l'économie du numérique en général et les impacts sur l'écosystème de la communication en particulier. Donc la première question que je vais te poser, Yann, c'est aujourd'hui on considère que le numérique est un moteur de croissance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réalité ou c'est un erreur? Ouais, alors je précise déjà, je suis expert en rien, donc ce qui m'évite de dire des bêtises. C'est un domaine dans lequel j'évolue depuis personnellement 18 ans, le monde de l'Internet. Bon, moi je viens pas du tout du créatif, même si je crée beaucoup sur Internet, mais je viens plutôt du marketing. Et effectivement, la question est arrivée grâce à Olivier, est très simple. Quel est l'impact du numérique et du digital, de l'Internet sur l'économie? Alors nous, on est dedans, on baigne dedans, on en vit, donc pour certains depuis quelques années, donc forcément on a toujours l'impression que la réponse à cette question c'est évident, oui bien sûr, tout le monde fait de l'Internet, tout le monde utilise Internet, presque tout le monde a un accès Internet, tout moins chez nous, quand on est riche. Ça a nuancé, mais enfin bon, il y a une grosse majorité de gens qui l'ont. Et donc on a presque envie de répondre, oui c'est évident, il y a un impact énorme, oui mais seulement de combien? Alors justement, quand on est expert en rien, on cherche, et quand on cherche, on trouve un peu, et on trouve en fait pas grand chose. Quelques études par-ci par-là. Alors il y a la fameuse étude de McKinsey qui est d'ailleurs recyclée à l'envi parce que comme il y en a très peu, on retrouve toujours les mêmes chiffres qui sont cités à droite à gauche. Et
d'autres chiffres. Alors si vous êtes intéressé, j'ai même documenté ça sur mon blog, Marketing et Innovation, et l'article s'appelle « Le secteur du digital a-t-il un véritable impact sur l'économie ?» Alors on va voir des études donc, qui sont relativement peu nombreuses. Il y a l'étude de l'IDAT aussi qui est très intéressante, qui s'appelle DigiWorld 2012, qui est même quasiment la plus intéressante. J'ai commencé par là, parce que celle-là, elle a le mérite de séparer tous les domaines. Alors qu'il y en a d'autres qui mélangent tout le numérique à l'intérieur. On ne sait plus si c'est Internet, on trouve les SS2I, le logiciel, puis dans les emplois qui sont générés par le numérique, on retrouve les 3/4 d'informaticiens dans les entreprises. Alors, finalement, on ne sait plus vraiment bien ce que ça veut dire. Alors l'étude de l'IDAT, elle est intéressante parce que comme elle sépare tout et qu'elle compare des choses à peu près comparables, et elle se base sur des chiffres d'affaires tangibles. Bon, je ne vais pas les vérifier, mais enfin, c'est des chiffres d'affaires d'Eurostat, donc on va considérer qu'ils sont justes. Et là, le premier chiffre qu'elle donne, eh bien, c'est environ 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le e-commerce en Europe, pour 2011, et un chiffre d'affaires qui est à peu près équivalent à celui du secteur des télécoms. Et c'est le plus gros secteur de ce domaine du numérique. Et donc, on se dit, là, quelque part, il est en train de se passer quelque chose. Alors, cette étude est intéressante. Vous allez sur l'article, vous avez toutes les sources et vous avez même les planches de l'IDAT. Et vous allez voir ensuite tous les secteurs qui sont émergents, avec certains qui sont plutôt bien situés, et puis d'autres qui sont encore un peu à la traîne, comme la musique en ligne par exemple. On va voir des secteurs qui paraissent évidents dans l'économie Internet, comme le search, qui sont très largement en deçà d'autres secteurs. Donc, une importance de l'Internet et du numérique en général. Et puis, je dirais, en 2011, il y a eu un rapport qui a été commandé par le précédent gouvernement, d'ailleurs pas complètement neutre, sur l'importance de l'économie digitale, et McKinsey s'est lancé sur un exercice économique assez complexe. Si vous voulez le décrypter, vous avez pareil tous les liens qui vous permettent de télécharger l'étude et de comprendre la méthodologie. Et on arrive à peu près à une contribution de ce qui est, je dirais, l'Internet moins les SS2I, les logiciels et tout ce qu'on mélange dedans, qui serait d'environ 3,7% pour 2011 sur le PIB. Alors je ne vais pas rentrer dans les définitions PIB, PNB, vous pouvez aller voir dans Wikipédia la différence entre les deux. Enfin, je dirais, le PIB, c'est vraiment la création de richesses internes au pays. PNB, on inclut également des choses qui se passent à l'extérieur. Alors bon, qu'est-ce que ça veut dire? Pour savoir ce que ça veut dire, il faudrait le comparer à un secteur qui est, je dirais, diamétralement opposé. Alors on va prendre un secteur qui a beaucoup d'importance dans notre pays, moins d'un point de vue affectif, prendre l'agriculture par exemple. Alors l'agriculture, ça représente quoi? Eh bien, ça représente, il y a 3 ans, 2,4% du PIB, et aujourd'hui 1,9%. Alors j'ai réussi à récupérer les données d'Atlas Eco cet après-midi, donc j'avais fait tous mes calculs sur celles d'il y a 3 ans, et là je me suis aperçu de choses assez intéressantes. Déjà, je me suis aperçu que notre pays avait gagné près de 10% de population en 3 ans, puisqu'on est passé à 65 millions d'habitants, selon les estimations, versus un peu moins, enfin 61 millions il y a 3 ans. Donc déjà, ça doit avoir un impact aussi sur la richesse qui est produite. Et puis, surtout, j'ai vu une baisse énorme de ce secteur agricole. Alors, je me suis dit, sur Atlas Eco, on va parler que de numérique, puisque le numérique, c'est vachement important. Et ce qui est marrant, c'est que, non, en fait, on parle beaucoup d'agriculture. Alors, je dirais, il y a un paradoxe. Je vous passe sur tous les autres chiffres. Il y a aussi des pourcentages de contribution à la croissance. Là, j'ai sincèrement rien compris, mais bon, l'Internet contribuerait à 20% de la croissance. Chiffre mystérieux, mais fort intéressant. Pourquoi pas? Il est repris partout. En tout cas, ça c'est bien. En tout cas, c'est plutôt. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça correspond à autant de croissance qui a été mangée par les autres secteurs qui font de la décroissance. Un peu crédible. Parce que quand on regarde aussi la différence dans Atlas Eco entre il y a 3 ans
Et aujourd'hui, le secteur qui a a priori le plus souffert, c'est surtout l'agriculture et pas tellement l'industrie. Et l'industrie est fortement productrice de valeur aussi. Alors, secteur agricole représente très peu dans le PIB, a priori, comme ça. Mais en fait, c'est faux. Ça représente énormément dans une chaîne de valeur qui est bien entendu pas mesurée, ou encore on mélange tout, et la chaîne probablement de l'agroalimentaire, qui est un secteur fondamental, notamment dans les régions, peut-être moins à Paris, mais encore. Bon, ça, je sais pas. C'est difficile de comparer les choses. Ce qui est certain, c'est que, et là l'étude de l'IDAT vient donner des chiffres beaucoup plus tangibles, et notamment au travers du e-commerce, et on sait que le e-commerce représente une partie intéressante, mais finalement ne donne pas une vue complète de la digitalisation du monde, parce que la digitalisation, elle est partout, elle est dans le commerce courant. Alors ça, c'est des sujets que je traite très souvent, on appelle ça le robot-repos, c'est pas rien à voir avec les robots, c'est Research online, buy offline. Par exemple, chez But, ils savent qu'un client se connecte 9 fois à Internet et la 10e fois, il va acheter dans le magasin. Et que ça représente à peu près le commerce offline, 92% du commerce, à peu près. Bon. Donc, quelle est la proportion de l'impact d'Internet et des nouvelles technologies, du digital? Alors là, en plus, la fracture est pas, la frontière n'est pas claire. Énorme. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, cherchons un secteur qui n'utilise pas les technologies de l'information. J'en connais pas. Et reprenons nos agriculteurs. Ben, les agriculteurs, c'est un bon exemple. C'est la population la plus connectée dans les professionnels, puisqu'ils sont utilisateurs de l'Internet à plus de 80%. Ce sont des grands technophiles, contrairement à ce que tout le monde croit. Le marché s'étant bien écrémé, il reste surtout les gros, donc des gens un petit peu plus aisés et qui s'équipent beaucoup en technologie, qui pilotent, c'est pas rare, leurs instruments agricoles par GPS avec un iPad. Donc, quel est l'impact du numérique? Difficile à mesurer. Il existe, il est clair. Il existe, il est indéniable, il prend de l'importance. Et surtout, le paradoxe, c'est que certainement il est moins important que d'autres secteurs pour plein de raisons, mais en même temps, il vient irriguer tous les secteurs. Voilà. Okay. Jean-Louis, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non. Ouais, voilà. Donc le postulat de départ, c'est qu'on est tous d'accord. Il y a une digitalisation de la société. Ça représente quand même une grosse part de business aujourd'hui. Moi, maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail opérationnel, pour le coup, et voir un petit peu quels sont les impacts du numérique sur les métiers de la communication d'une façon un petit peu plus précise. Donc là, je vais m'intéresser à toi, Mathias, en tant que vice-président d'une agence de communication. Donc, pour toi, quel est l'impact du digital et donc du coup des réseaux sociaux sur l'évolution des agences et surtout aussi l'impact sur les nouveaux métiers. Donc là, ça va intéresser les jeunes gens qui sont dans la salle, parce qu'en fait, c'est un peu leur futur dont on va parler. Donc, comment est-ce que vous, en termes d'agence, vous voyez cet impact? Alors, c'est une très bonne question. La première chose que je te dirais, c'est que je vais être vachement moins intelligent que le monsieur qui est là. La deuxième, on n'est même pas une agence. Nous, on est une firme de conseil, de développement et de marketing numérique. Et on a fait ce postulat-là parce que, et je vais vous m'excuser, hein, je vais beaucoup me référer par rapport à ce que nous on vit au Québec. Les agences étaient vraiment des agences de communication beaucoup plus traditionnelles, dans lesquelles le numérique a mis énormément de temps à pénétrer les murs de ces agences-là. Normalement, ça devrait vous sonner des cloches aussi ici, d'après ce qu'on me dit. Toujours est-il que chez nous, c'était vraiment il y avait une différence énorme. Les entreprises voyaient quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, le digital, j'annonce la fin du digital dans les prochaines années. Et on est beaucoup à le dire. Le digital va disparaître. Il n'y aura plus de numérique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre le numérique et le reste. Et ce qui est en train de se passer au fur et à mesure, c'est littéralement ça, c'est que l'intégration des communications ne fait plus de moins en moins de différence entre les deux. Malheureusement, les agences, elles, en faisaient chez nous une énorme différence. D'ailleurs, les budgets rentraient d'abord dans la communication traditionnelle et ensuite
allait dans le numérique. Donc beaucoup de gens d'agences qui étaient des gens de numérique en ont eu ras-le-bol et ils se sont dit, nous on va partir de nos trucs. Et donc, d'abord et avant tout, nous on a eu des agences de communication numérique, des gens de créativité, des gens de design, des gens de sites expérientiels, etc. Et au fur et à mesure, ça a continué. On a ensuite eu des agences de performance qui sont arrivées. Et là, vous êtes beaucoup plus fort que nous en performance en général, pour une raison simple, c'est que nous, le e-commerce a eu du mal à pénétrer au Canada. Pour plein de raisons, je ne rentrerai pas dedans aujourd'hui. Ensuite de ça, on a eu à côté d'autres joueurs qui sont des très gros joueurs, et je vais vous donner des noms qui ne veulent rien dire en France, des CGI, des DMR, etc. Et ça, c'est quoi? C'est des grandes firmes à 3 lettres qui, en gros, font quoi? C'est des grands systèmes d'information, des grosses structures d'architecture d'information technologique. Pourquoi? Parce que quand tu t'appelles banque XYZ, tu ne fais pas faire ton site web par une petite agence de créa. Il en est hors de question. Tu vas faire ton site web avec des gens d'infrastructure technologique. On s'entend que les gens d'infrastructure technologique ne connaissent rien à l'expérience utilisateur, ne connaissent rien au design, ne connaissent rien au branding, ne connaissent rien aux communications en général. Mais donc, plein de clients font affaire avec des joueurs très ciblés et en gros avaient un problème qui était qu'ils n'avaient jamais l'entièreté de ce que devrait être le numérique. Et nous, on est arrivé il y a 4 ans et demi sur le marché en disant, en fait, en gros, il faut rassembler tout ce monde-là, il faut rassembler toutes ces expertises-là et on va en faire un unique one-stop shop, comme on dit. Et là, alors, les Français nous disent « mais vous ressemblez à des full six ». Oui, c'est-à-dire que ce que nous on a essayé de rassembler, c'était les Deloitte qui font du conseil d'affaires, qui font de la planification stratégique d'entreprise. On a rassemblé des CGI, on a rassemblé des petites agences de performance, des boîtes de design, etc. Et on en a fait une seule boîte en disant on va essayer d'avoir toutes les expertises à l'intérieur pour faire un peu plus d'intelligence numérique. Et en gros, c'est un peu ça aujourd'hui, notre industrie, c'est qu'on est en train de se positionner comme devrait être cette industrie, c'est-à-dire des business transformers. On accompagne finalement les grandes entreprises à se transformer vers le numérique. Parce que le gros problème, il est là, c'est que les grandes entreprises, elles n'ont pas réussi à faire le virage, en tout cas chez nous, elles n'ont pas réussi à faire le virage et elles ont besoin d'être accompagnées. Et quand tu as une agence de com qui arrive en disant je vais te faire une page Facebook avec une app pour iPad, un truc de fou, etc., le problème c'est que l'entreprise elle n'est pas prête à l'assumer, elle n'est pas prête à le vivre, elle n'est pas prête à l'implanter dans ses processus d'affaires, elle n'est pas prête à le mettre à jour, elle n'a rien, elle n'a pas les systèmes implantés. Je travaille beaucoup avec Adobe au Canada qui est un de nos partenaires parce qu'ils ont des solutions qui permettent d'implanter tout ça, mais les entreprises ne sont pas prêtes. Donc il y a un énorme travail d'accompagnement stratégique, de planification stratégique, etc. qui mène après. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de métier pour le coup on en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors, vous avez intégré des profils très très différents. Voilà. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, il faut beaucoup de gens intelligents pour faire un projet autour d'une même table. Alors premièrement, ça coûte malheureusement beaucoup plus cher, parce que quand tu mets en gros plein de gens intelligents autour d'une table pour faire quelque chose, ça coûte plus cher. Donc nous, on a dû travailler ensuite à dire, bon, si on a plein de gens intelligents autour de la table, il va falloir qu'on fasse des méthodologies beaucoup plus adaptées, d'où est arrivée notre inspiration de ce qui existait dans les technologies de l'information, qui est la méthodologie agile. Et on a mis beaucoup de gens intelligents. Et ces gens intelligents, aujourd'hui, ce sont des gens qui font ce qu'on appelle des business analysts. Quand je dis les mots, vous me le dites si vous ne suivez pas, parce que je ne connais pas le vocabulaire français. Donc, on va avoir des gens qui sont des analystes d'affaires qui vont étudier des vrais systèmes d'information. On va avoir des stratèges qui sont des gens plus de communication. On va avoir des gens de marketing numérique, et dans les gens de marketing numérique, il y a les gens qui sont plus de performance. On a des gens qui sont plus de médias sociaux. On va avoir des gens qui sont des designers d'interaction. Ce ne sont pas des designers, ce sont des designers d'interaction, donc qui designent des interactions. On va avoir des gens qui font du design. Avec eux travaillent des ergonomes numériques, spécialisés en numérique. On va avoir ensuite toute la gamme de programmeurs, intégrateurs dans les différentes plateformes, parce qu'aujourd'hui c'est le bonheur des boîtes comme nous de devoir travailler avec autant de plateformes différentes. Ça nous fait dépenser plus d'argent, mais c'est pas notre problème à la base, c'est un problème d'industrie. Aujourd'hui, quand vous développez
un site web avec une application iPad, vous répondez qu'à une partie de la population. Donc si vous voulez répondre à un maximum de gens, c'est compliqué, il faut développer dans plein de plateformes différentes. Il faut en plus s'interconnecter à beaucoup d'API, beaucoup de technologies tierces. Donc là, ça demande encore d'autres savoir-faire. Alors ça demande des scientifiques presque. Alors nous, on engage des ingénieurs pour interconnecter les bases de données. Parce que dans les grands systèmes d'information, par exemple bancaires, ça demande beaucoup de gens très intelligents en système d'interconnexion de données. Ça va demander ensuite des gens de sécurité, etc. La nouvelle chose chez nous, et je finis avec ça, c'est qu'on s'est dit, mais tout ça c'est bien beau, mais finalement, dans tout ça, le consommateur, il est où? On ne connaît toujours pas. Alors là, on a fait, bon, alors on va aller chercher maintenant des chercheurs. Donc on a été chercher des gens qui font de la recherche terrain, comme par exemple, le jour, on avait des gens qui étaient en Russie pour aller voir chez des consommatrices en Russie, dans leur maison, comment elles interagissaient avec une interface qu'on avait lancée pour une boîte américaine, pour faire de la recherche. Bon, on voit qu'il y a une grande variété de profils, donc ça, je ne sais pas si c'est spécifique à Montréal. Je vais m'adresser un petit peu à tout le monde autour de la table. Est-ce que c'est vrai aussi en France, du côté agence? Ah oui. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques? Je crois que c'est... Oui. Vous vous souvenez sans doute de 99 francs, le film avec Jean Dujardin, tout ça, là, le hamster, le concepteur-rédacteur, le DA. La bouse de la dernière. On est d'accord. Mais je pense que la génération qui est là connaît plus le film. Et en fait, dans les agences aujourd'hui, ça a complètement bouleversé la manière, le digital a complètement bouleversé la manière de concevoir des campagnes. C'est-à-dire que toute cette génération qui était portée sur le print, ensuite sur les films, avec des agences effectivement qui avaient des accords avec les médias traditionnels, comme la télévision, le print, la presse, la radio, etc., ont refusé pendant un certain moment de ne pas aller, ont refusé d'aller sur la stratégie numérique, pour ensuite se rendre compte qu'il y a des pure players qui ont monté leur petite boîte, que Internet était en train de bouleverser un petit peu les idées reçues, et qu'il fallait de toute manière aller chercher le consommateur là où l'attention était née, parce que la digitalisation amène une multitude d'écrans, et donc il faut capter l'attention, et pour capter l'attention, il faut avoir des gens qui effectivement travaillent, comme tu l'as précisé, sur des interfaces, sur une campagne qui ne peut être aujourd'hui, quand on parle de 360, il faut aussi qu'elle intègre effectivement cette dimension des écrans, et avec évidemment la mobilité, les choses ont considérablement changé. Ce qui m'inquiète, si tu permets, la seule chose qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, on est encore en train de dire site web et mobilité, alors que le numérique, c'est beaucoup plus que ça. C'est tous les objets connectés, c'est toute la technologie d'objets, de connexion sans contact, donc les puces NFC, le RFID, etc. De plus en plus, aujourd'hui, il faut penser le parcours client dans son ensemble. Quand on parlait de 360, on parlait de communication, alors que je crois qu'il faut se revenir au centre qui est le consommateur, l'usager, et voir quel est son parcours du moment où il a envie d'acheter une maison, au moment où il a vendu sa maison, acheté une maison, etc. Et voir... Je vais peut-être passer pour un gland, mais je ne sais pas ce que c'est, moi, 360. Qui s'y colle Anne, 360. Alors c'est un nouveau mot pour dire la communication globale. Non mais je reviens un petit peu à ce qu'on se disait, effectivement je pense qu'il y a plein de métiers différents qui sont survenus avec le digital, mais il y a aussi beaucoup de noms différents donnés au même métier. Donc on adore renommer les choses. Donc voilà, le 360, c'est quand tu offres à une marque une possibilité de communiquer sur tous les supports. Donc tu fais de la publicité, tu fais de l'affichage, tu fais du digital, tu fais tout. Et tout est hyper cohérent. Alors moi je vais rebondir là-dessus justement, Anne, parce que est-ce que ça pose ce fameux 360, est-ce qu'il pose une problématique organisationnelle aux petites agences? On a bien vu, on en discutait un petit peu avant le débat, il y a la première option qui est d'intégrer effectivement toutes les compétences. On a vu dans
les années précédentes, il y avait la logique des agences intégrées avec chaque cellule de ces méta-agences qui avait une fonction très particulière et qui répondait à une problématique client bien particulière. Et puis avec l'arrivée d'Internet, toutes ces cellules se sont fait la concurrence les unes entre elles. Et donc aujourd'hui, une petite agence qui va agir quasiment à ce niveau cellulaire, comment est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour s'organiser, pour répondre justement à cette problématique de 360 quand on n'a pas les moyens, comme William au Québec, d'investir dans 70, 80, 100 personnes, comment est-ce qu'une petite équipe mobile peut répondre à cette problématique-là? Parce que le challenge, en fait, aujourd'hui, il est là, c'est comment des petites structures arrivent à répondre à cette logique 360. À vrai dire, moi j'ai une réponse créative, donc je ne parle pas de toute la partie technique, parce qu'effectivement je pense qu'il y a énormément de métiers, de techniciens. Je trouve que la donne n'a pas changé, c'est-à-dire que moi, depuis que je travaille en communication, j'ai toujours cherché des gens qui ne faisaient pas de communication. Donc on parlait tout à l'heure, on disait qu'on faisait appel à des sociologues, à des scientifiques, etc. Donc je pense que la vraie créativité, c'est une réflexion, c'est une pensée qui est une forme de pensée idéale. Et tout le monde est capable d'avoir une réflexion créative aujourd'hui. Donc finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'expert en création digitale, mais c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui, encore une fois, essaient de chercher une vérité sur une marque, essaient de faire avancer un petit peu la société, essaient d'explorer des alternatives, de nouveaux chemins. Donc non, au contraire, moi je trouve que les petites agences ont cette mission-là d'aller, d'être avant-gardistes, c'est-à-dire d'aller chercher les créateurs mutants, un petit peu dans d'autres domaines. Mais c'était vrai il y a 10 ans aussi. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps chez Ogilvy. Quand on a monté Ogilvy Action, qui était l'agence 360 à l'époque, mes créatifs étaient des auteurs, des gens qui venaient pas du tout du milieu de la publicité. Voilà. Il y a une réflexion. Pardon. Il y a une réflexion qui est intéressante, c'est que ces fameux créatifs digitaux qui ont tout de suite pris le pli du web, etc., ils sont réussi à s'exprimer rapidement dessus, ont véritablement détenu un savoir, une niche, qui était effectivement extrêmement intéressante pour des agences qui les ont ignorées pendant belle lurette. Donc ensuite, qu'est-ce qui a été fait? On a absorbé les grosses structures, on a absorbé ces mini-structures de pointe, et puis ou alors on a débauché pour créer des infrastructures digitales au sein des grands groupes. La première agence à travailler en réseau véritablement, c'est Publicis, qui, sous l'instar de l'égide de Maurice Lévy, a tout de suite commencé à travailler un registre d'agences, global d'agences, un peu partout dans le monde, et a été une des premières à miser sur effectivement le digital, Internet, etc. Et puis dès que vous avez une agence qui commence à s'y mettre, tout le monde derrière suit, c'est évident. Donc c'est vrai que ça a bouleversé aussi la donne en agence, parce que une agence conseil en communication est là pour prodiguer des conseils, donc elle est là aussi pour éduquer effectivement le client. C'est exactement dont on discutait tout à l'heure. Un client, il est là pour vendre un produit, il a des réflexions marketing, et c'est le spécialiste de la basket, de la canette de coca, ce que vous voulez, mais c'est absolument pas un communicant. Donc en tant qu'agence, on est obligé de lui faire un petit peu comprendre en termes de creative review ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, ce qui se passe sur son marché en termes d'opportunités, et puis comment lui doit réagir. Et en fonction de ça, après, il faut lui prodiguer le meilleur conseil. Et pour prodiguer le meilleur conseil, il faut avoir en son sein les effectifs qu'il faut pour. Sinon, effectivement, une agence va être un petit peu en difficulté si elle n'a pas ces possibilités de répondre à la demande du client qui, aujourd'hui, regarde Facebook, regarde Twitter, regarde Internet, regarde la digitalisation, regarde la convergence numérique, etc., avec des interrogations. Anne, je voudrais juste reposer une question à Anne, parce que Anne, quand je l'ai contactée pour venir à cette soirée, je lui ai posé la question, y a-t-il une pensée digitale? Tu te souviens, je t'ai posé ces questions. Est-il une pensée digitale? Y a-t-il une communication, une créativité qui serait à proprement parler digitale? Et tu m'as fait une réponse que je vais te laisser refaire au public. Je suis incapable de la refaire, mais non, je pense qu'il n'y a pas de pensée digitale. Je pense qu'il y a une pensée, encore une fois, une pensée idéale, c'est-à-dire une réflexion qui est une réflexion, une recherche de vérité, une réflexion globale. Mais il y a effectivement derrière cette réflexion des stratégies, et il peut y avoir des stratégies un peu plus opportunistes et un petit peu plus digitales.
mais je pense qu'il n'y a pas de pensée digitale. Les créatifs aujourd'hui ne sont pas des créatifs qui pensent, d'ailleurs les créatifs n'ont jamais été des créatifs, enfin selon moi les meilleurs créatifs sont des gens qui ont une quête qui est de faire avancer une marque et d'utiliser toutes les alternatives possibles. Je pense qu'un créatif ne réfléchit pas en fonction d'un support, ou alors il va trouver une opportunité digitale. Il y a des formidables opportunités digitales de faire du buzz, mais des vraies pensées, non, je crois pas. Antoine? Oui, moi j'ai trouvé mon rôle ce soir, je vais être le bonnet de service. C'est bien. Oui, il en faut toujours un. Ça va être moi. Okay. Vous parlez de créativité, mais en fait. C'est quoi la créativité? Oui, c'est de quoi vous parlez? Est-ce que vous parlez que de graphisme? Est-ce que vous parlez aussi de contenu? Est-ce que c'est de la créativité stratégique? Qu'est-ce que ça recouvre? Oui, peut-être. Alors, beaucoup de choses, je vais vous répondre, mais il y a marqué création digitale et réseaux sociaux. Depuis le début, on ne parle que de communication. Déjà, la création et la communication, c'est deux choses différentes. Créer de la valeur, c'est créer d'abord des produits ou des services. Ensuite, on peut communiquer pour vendre ses produits et ses services. Donc, vous l'évoquiez dans ce que fait votre firme, vous avez parlé d'objets connectés, etc. Avant de faire la com de Facebook, il faut inventer Facebook. Et la différence entre Facebook et un média, c'est que Facebook, c'est d'abord une application. Donc en termes de création, c'est complètement différent. On ne fait pas une illustration, on ne met pas en page une maquette de magazine, on crée un système, une machine fonctionnelle sur Internet qui permet de la communication de multiple à multiple envers les gens. Donc ça, c'est la première grande mutation, disons, pour répondre directement à la question, création digitale dans les réseaux sociaux. La conception, le design de ces choses-là est totalement différent du graphisme traditionnel. Il a plus à voir avec, disons, le graphisme fonctionnel à la Suisse qu'avec l'illustration, la grappus en France. Ça c'est un élément important. Avant, on aurait pu dire que le numérique, c'est pas... et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des chiffres, c'est pas un nouveau secteur, une nouvelle filière, c'est véritablement un changement d'âge. C'est-à-dire que c'est aussi important que la conjonction de la vapeur et de l'électricité. Vous avez eu l'informatique, on appelle ça aujourd'hui numérique dans le monde normal, et bon, les agences de com parlent de digital, mais disons le numérique. Le passage finalement de l'informatique au numérique, c'est sa diffusion dans la société, touchant le grand public, tout à chacun. Et là, on est vraiment dans ce changement de monde, c'est-à-dire que, au-delà des écrans, au-delà de Facebook et de Google, la vraie mutation du numérique, c'est une nouvelle organisation sociale dans nos vies de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aplatissement des choses, comme la maîtrise de l'énergie a permis deux choses, la fabrication d'objets en série, ça a inventé le design, et puis la mobilité. Bon. Donc on vit quelque chose qui est une révolution. Alors ensuite, on va parler de publicité. Mais c'est pas mon métier, donc... par contre, mon métier, c'est d'être créateur, ce qui est un peu différent d'être créatif. Dans les écoles où, disons, j'ai été formé, on fait le distinguo suivant. La créativité, c'est l'aptitude de tout à chacun. Tout le monde est créatif. Chaque être humain a une capacité à s'exprimer par lui-même et donc à être créatif. Être un créateur, c'est autre chose, c'est un état. C'est un regard sur le monde extrêmement particulier qui se définit en partie par rapport aux technologies. Ça, c'est l'histoire de l'humanité qu'il nous dit. La construction technologique du monde a changé l'être au monde. C'est-à-dire, nous modifions les objets et les objets nous modifient. Donc quand j'entends dire qu'effectivement, et ça c'est le discours de la crainte français, que je ne connais rien numérique, mais c'est qu'un outil, et je suis un créateur, et de manière indépendante de l'outil, je vais créer, ça n'existe pas. Ça existe... certainement pas dans les livres, ça existe peut-être dans les agences de pub, mais en tout cas dans le monde de l'art et de la création, ça n'existe pas. Chaque outil a défini une expression déterminée par cet outil, a changé notre rapport aux choses, et les choses ont changé la manière dont on les regarde. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Donc, ce que nous vivons, c'est une révolution, et donc ça change fortement la création. Et il ne faut pas confondre, pour répondre directement à votre question, la créativité et la création. Dans le cas, c'est une aptitude que tout le monde partage, et dans l'autre, c'est un état particulier pour des gens qui sont particuliers.
Je voudrais rebondir sur une chose. La créativité chez nous, on la voit entre autres à un niveau qui est intéressant, qui est, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, mon président nous le répète régulièrement, dans 3 ans, 80% de notre chiffre d'affaires viendra de services qui n'existent pas aujourd'hui dans notre boîte. Et on en est persuadé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'argent que l'on fait, ce sont des services que nous n'avions pas il y a 3 ans. Et ça demande de la créativité. Mais ça demande de la créativité à tous les experts. Et ça, c'est important, je pense, à envoyer comme message aux jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, quand on engage des gens qui ont un esprit d'entrepreneurship. Ça veut dire quoi derrière ça? Ce sont des gens qui vont avoir une capacité en tant que designer, en tant que programmeur, en tant qu'intégrateur, en tant que personne de UX, donc expérience utilisateur, etc., que ces gens-là remettent en question régulièrement leur métier, remettent en question leur façon de faire, leur méthodologie. Comment est-ce qu'on peut arriver à tel objectif de communication, de publicité, quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est un point extrêmement important dans notre industrie, de ne jamais s'arrêter sur des métaux et des schémas établis en se disant remettons en question les choses, remettons en question, parce que les outils évoluent tellement, à une telle rapidité, que si tu crois que tu es en train de faire quelque chose qui sera encore bon dans 3 ans, c'est totalement faux. Geoffrey, toi, à titre d'indépendant, donc je vais rebondir un petit peu là-dessus, quelque part, est-ce que, quand tu es en mode créatif, est-ce que tu as en mode créateur, merci. Est-ce que tu as une approche totalement digitale au départ, ou est-ce que c'est en gros l'idée, c'est digital ou pas digital dès le départ? Comment est-ce que toi tu conçois ton travail? Comment est-ce que tu t'immerges dans ce monde-là? Alors en fait pour moi c'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il n'y a pas d'approche en disant voilà je vais commencer par une création digitale. Moi en tant que designer indépendant, ce qui m'intéresse tout d'abord c'est pour qui je fais les choses et à quoi ça va servir, quels sont les utilisateurs. Pendant 2 ans, je travaillais dans un laboratoire de recherche en design, et on a travaillé avec des sociologues, des sémioticiens. Moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs en sciences cognitives aussi pour savoir un petit peu comment est-ce que quelqu'un pense, comment un cerveau fonctionne, et aussi quelle approche et quelle perception les gens peuvent avoir des choses qu'on crée, qu'on dessine, qu'on imagine, qu'on réalise sous forme d'objets, etc. Donc pour moi, ça c'est le point de focus, il se trouve là. Et après, l'approche et la réponse qu'on délivre, elle peut passer par des choses qui sont numériques. Et dans ce cas, pour moi, du fait que je voyais sur tes petites fiches, tu avais un terme comme digital native. Pour moi, le terme de digital native, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça, mais c'est quelqu'un qui est né à l'ère du numérique. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui sait se servir des outils numériques. Donc en fait, voilà. Après, c'est pareil, on a cette fausse image du digital native qui forcément sait se servir par cœur de Facebook, sait tout à coup programmer, etc. Pour moi, c'est pas du tout une vérité. Au contraire, il faut apprendre à se servir du numérique. On l'enseigne encore trop peu à l'école, à mon sens. Et je pense qu'il faut enseigner la programmation, il faut enseigner aussi le numérique, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça... Et c'est pas une façon de penser qui paraît intrinsèque à un âge, en fait. Donc en fait, la réponse découle par la bonne question qu'on se pose en amont et par les utilisateurs pour qui on le fait. Et moi, je parle plutôt d'humain et d'utilisateurs plutôt que de clients ou prospects. Et j'essaye aussi d'avoir une posture assez humble en disant voilà, il ne faut pas être technocentré. Parfois, j'ai des gens avec qui je travaille qui viennent pour faire une application mobile, par exemple. Et en fait, la réponse que je leur délivre, c'est un livre ou c'est une affiche. C'est pas forcément une réponse en soi, le numérique. Donc voilà, par rapport à ta question. Donc, à mon sens, il n'y a pas de pensée numérique, il y a une pensée tout court, et le numérique étant un outil, une façon aussi d'accéder par le code, par la matière aussi, d'exprimer cette réponse. Je vais revenir un petit peu sur la spécificité. Tu parlais de formation. Aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Donc là, pour le coup, c'est pas forcément en numérique, mais quand tu penses en numérique, quel type d'outils tu utilises? Est-ce que tu es
contraint à connaître une gamme logicielle importante, une gamme d'outils différents. On l'a vu tout à l'heure, et on rentrera peut-être un petit peu plus dans le détail après, mais l'explosion des canaux implique des modes de pensée différents, des fonctions différentes. Est-ce que toi, en termes d'usage, tu dois maîtriser, tu as une palette d'outils très étendue, ou tu restes sur des fondamentaux? Je sais que tu dessines beaucoup, tu publies tous les jours tes petits dessins. Comment est-ce que tu travailles en fait? En fait, justement, enfin moi, si j'avais juste un papier, un crayon, ça me suffirait, même à la limite rien, ça me suffirait largement. Après, voilà, on dispose de tellement d'outils avec un ordinateur. Quand j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années, je culpabilisais de pouvoir gagner de l'argent avec un ordinateur. Je pouvais travailler n'importe où, même depuis mon lit si je voulais, et c'était possible de pouvoir créer son job avec un outil comme celui-ci. À mon sens, aujourd'hui, on a des logiciels, on a des outils, on a des Arduino, on a de la programmation, on a toutes ces choses-là. Et à mon sens, et après on a les réseaux sociaux évidemment et pas mal d'outils numériques pour pouvoir exprimer tout ça. Et à mon sens, il faut d'abord les appréhender, savoir qu'ils existent, et surtout savoir comment les détourner. Je réalise beaucoup de projets autour du hacking, et du hacking au sens de détournement, de bidouillabilité. Pour moi, c'est une posture. C'est une posture qui est très proche du design, voire qui est limite similaire. C'est de se dire, voilà, il y a des choses qui sont conçues pour tel ou tel type d'usage. Comment est-ce qu'on les détourne? Comment est-ce qu'on se les approprie? C'est surtout ça, pour en faire autre chose. Et j'invite justement chacun à avoir un regard particulier sur tous ces outils, en disant, ok, Photoshop, ça sert à faire de la retouche photo. Bon, bah, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Ok, Facebook, ça sert à communiquer à des gens qu'on connaît plus ou moins. Ok, bah, maintenant comment je le détourne pour en faire autre chose? Et je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de façons de détourner des outils, peu importe lesquels ils sont, pour justement imposer des nouvelles formes d'expression. Et là, pour le coup, le côté créatif et créateur peut ressurgir. C'est une question intéressante, le détournement. J'ai toujours été un grand fan de ça. On a déjà pas mal parlé ensemble. Vous, de votre côté, est-ce que c'est quelque chose que vous exploitez, le détournement d'un objet premier pour en faire quelque chose d'autre, et plus particulièrement dans le numérique? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau des agences? Le détournement, c'est la recherche d'une alternative. Donc évidemment, c'est un des jeux les plus intéressants en communication. En communication et en création et créativité, puisque pour moi c'est en gros un peu la même chose. Je rebondis, le créatif et le créateur. Le créatif est un créateur en devenir, on va dire. Mais donc oui, détourner les objets, les utiliser autrement, c'est à l'origine d'une recherche expérimentale. C'est l'envie d'explorer. Donc c'est la base, je trouve, de réflexion créative. De manière plus concrète, dans les agences aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle de l'advertainment, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre en place une opération dans la rue. Donc on détourne du mobilier urbain, on graffe, on tag, on stick, etc. On peut même faire des flash mobs, et ensuite on récupère ces informations. Et évidemment, on envoie cette campagne. D'ailleurs, il y a des campagnes qui sont spécifiquement faites. L'opération n'a pas grande importance, comme l'opération Tic Tac à Rouen. L'opération à Rouen n'avait pas grande importance. Ce qui était important, c'est de générer après du flux de trafic autour de ce film viral, puisqu'il a été vu par un nombre conséquent de personnes. Donc le détournement en tant qu'activité créative pour nous dans le domaine de la publicité, c'est d'abord ludique, c'est attirer l'attention, c'est de créer ce qu'on appelle le fameux buzz. Et là, en l'occurrence, le buzz avec les réseaux sociaux, c'est la base même de notre métier aujourd'hui. Comment faire en sorte que les marques soient repérées dans un flux continuel d'informations. Et d'ailleurs, pour assurer monsieur, je ne connais pas un seul créatif qui se prénomme créateur. Hein. On est beaucoup plus humble que ça. On est beaucoup plus sur une manière comme ça de créer de la connivence entre la marque et le consommateur, parce que le créatif, notre petit job, il fait simplement le lien entre les deux. Et puis, en termes de publicité pure, l'idée, c'est simplement essayer de trouver des mécaniques pour effectivement attirer l'attention sur la marque, et de manière, en tout cas, la plus intéressante possible,
Faut savoir enfin une dernière chose, c'est que nous sommes qu'agence conseil en communication et vous avez des marques derrière qui décident, hein, ça faut quand même pas l'oublier. Donc tous les créatifs veulent faire des choses intéressantes. Après vous avez un annonceur qui achète, qui n'achète pas. Et dans une situation économique comme la nôtre, très souvent il n'achète pas. Alors nous, pratico-pratique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des cellules de recherche et développement qu'on appelle des labs, dans lesquels les employés se sont de manière autonome intéressés à des sujets de recherche. Et entre autres, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à bidouiller avec des Kinect, des consoles de jeux, permettre à nos programmeurs intégrateurs de s'amuser avec le SDK, donc avec le code de programmation, commencer à s'amuser avec, essayer de trouver des applications pour des clients, essayer de trouver des applications qui pourraient intéresser des marques. Puis on invite nos clients de temps en temps, on leur présente des nouvelles technologies, on leur présente la télé connectée. Je sais qu'en France, la télé connectée a l'air de bien marcher. Chez nous, on a quelques problèmes face à la télé connectée, c'est qu'on a 3 câbleaux distributeurs, 4 câbleaux distributeurs au Canada qui ont tout monopole et c'est un peu difficile, mais on n'a pas eu Free en résumé. Mais on a réussi, on essaie en tout cas d'éduquer nos clients et en gros, donc les gens de conseil travaillent avec les designers et les programmeurs et tout ça pour essayer justement de réfléchir à des nouvelles approches et voir comment est-ce qu'on pourrait les amener pour des clients à des projets réels. Je vais rebondir là-dessus justement. Est-ce qu'il y a une influence des outils digitaux dans le champ de création? Est-ce que ça a eu un impact, en fait, l'arrivée de ces outils digitaux? Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, la technologie change l'être au monde en général et la façon dont les hommes se définissent par rapport à la nature, ce qu'on appelle la culture. Excusez-moi, c'est un peu pédant, mais il n'y a pas un outil qui ne change pas les gens. Quand Jeffrey dit qu'il utilise n'importe quoi en fonction de l'objectif qu'il se donne, c'est parce qu'il a la chance d'avoir finalement la compétence, c'est-à-dire qu'il a le choix. Et ce qui est extraordinaire avec l'ordinateur, c'est que c'est un outil qui donne un pouvoir absolument unique à un individu. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la création, mais de l'humanité. Donc c'est évident que, pour prendre des exemples concrets, quand les gens qui ont appris l'illustration aux Arts Déco, pour citer le cas concret d'Étienne Mineur et de Pascal Balti, ils ont appris à faire des illustrations avec Grapus, puis ensuite ils ont découvert Photoshop, puis un jour la nuit ils ont découvert After Effects, ils sont devenus par mutation motion designer, un mot un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont fait des choses qui amenaient la possibilité de gérer le temps, ce qu'ils n'avaient jamais fait dans leur pratique. Ils ont détourné la compétence, ils ont détourné un outil en l'utilisant par rapport à leur culture de l'affiche pour inventer un espace qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas de l'affiche. Mais ça c'est la compétence et c'est l'envie. C'est ce que disait monsieur avec la créativité, je vais le préciser, de considérer qu'on est dans un monde où on ne peut plus organiser le travail, on ne peut pas organiser l'éducation, parce que l'esprit du numérique a finalement changé la manière dont on est ensemble. Et quand vous parlez de créativité dans votre entreprise et que vous allez inventer des nouveaux métiers dans 3 ans, c'est la conséquence d'un état de fait tout simple, c'est que l'organisation scientifique du travail, ça ne marche plus, c'est que fermer les portes de l'entreprise pour délivrer un savoir, le donner, le reprendre, ça ne marche plus, et que le vrai pouvoir, à cause du numérique, du déterminisme de ces choses-là, du réseau, de Facebook, de Google, sur les gens, c'est qu'ils savent tout de suite, et que si au 19e siècle on parlait d'inventivité, aujourd'hui, l'autonomie et l'empowerment, pour parler un bon français, est une vraie force pour les entreprises. Donc dire, on vous encourage à être créatif, on vous encourage à créer des labs, c'est des patrons intelligents qui considèrent que le monde n'est plus comme avant, on va faire du 360, c'est finalement, on ouvre toutes les portes, on donne toutes les possibilités, on va regarder ce qui se passe, on est réactif, on parle de mode agile, encore une influence du numérique sur la manière de construire les organisations, et puis on avance sur un objectif qui n'est pas la techno pour la techno, ça Geoffrey, vous l'avez dit, qui sont les gens pour créer des produits qui leur rendent service. Merci. Ouais, peut-être sur les outils, aussi c'est intéressant de voir, enfin, Adobe c'est vraiment un historique de création d'outils, où quand on regarde l'usage au début et l'usage aujourd'hui, il y a un écart, c'est juste phénoménal. Photoshop et Illustrator, ça a été créé bien avant l'arrivée du web. Si on prend l'exemple de Flash, ça a été créé au début pour faire des interfaces sur des choses qu'on n'appelait pas des tablettes, mais qui étaient des écrans tactiles.
pour devenir après très utilisé sur le web et se faire refuser sur une tablette 15 ans après. Mais ce qui est intéressant aussi avec ces outils, ces détournements, et je pense que ce qui change la donne, et quand on parle de réseaux sociaux, alors pour un éditeur comme nous, c'est que du coup on découvre des usages presque du jour au lendemain. C'est-à-dire dès qu'on publie un nouvel outil ou une bêta, dès le lendemain, on va trouver des cas de détournement. Et toute notre mission maintenant, c'est un peu ce que tu décrivais, c'est de donner de nouveaux super pouvoirs. Voilà. Donc l'utilisateur, par exemple aujourd'hui d'InDesign, qui a pris du temps à se former sur cet outil pour la PAO au début pour faire du print, peut aujourd'hui avec le même outil faire un magazine et le proposer sur iPad avec des fonctionnalités en plus. Il peut faire un site web en HTML5 avec Muse en réutilisant ses compétences. Et je dirais que ce qui change avec les réseaux sociaux par rapport à ces outils, et l'autre super pouvoir à mon avis, c'est la visibilité. C'est-à-dire que avant on pouvait être le designer le plus génial du monde à Limoges par exemple, mais on allait rester la star de sa région. Alors que aujourd'hui il y a des cas, je sais pas, comme Mister Do ou je sais pas quoi, qui sont à Barcelone mais connus mondialement. C'est-à-dire qu'il va n'importe où, c'est une star, alors que il est dans son studio à Barcelone. Et je pense qu'on parlait beaucoup de communication, etc. J'aimerais l'avis des agences là-dessus. Pour moi, c'est une nouvelle ère de jeu, on sent tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Mais pour moi, ce qui a changé par rapport aux marques, c'est que du coup, les consommateurs s'expriment. Et tutoient la marque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on leur répond en direct, quoi. Et à mon avis, c'est plus ça ce qui a forcé les gens à se restructurer, etc. C'est que c'est pas juste... avant, on poussait une campagne, etc. C'était assez difficile, je pense, de mesurer l'impact, ou il y avait des études qualitatives, etc. Je ne suis pas expert. Mais comment est-ce que vous gérez ça? Parce que pour moi, le risque avec une campagne 360, c'est que du coup, on a des retours. Et des retours de tous les côtés qu'il faut savoir gérer, qui peuvent du coup avoir un impact négatif. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'un des outils de veille pour connaître l'impact d'une campagne, c'est la manière dont les consommateurs la détournent sur Internet. Et le détournement, aujourd'hui, c'est l'activité du web liée aux consommateurs, ça fait partie de scores qui, concrètement, d'ailleurs, sont extrêmement intéressants pour une marque. Parce que, par la viralité, quelqu'un détourne une pub, l'idée c'est de montrer ce détournement à plein de potes. Donc du coup, ça crée comme ça une espèce de chaîne où vous avez d'ailleurs des marques et des campagnes qui proposent carrément d'ailleurs aux internautes de faire eux-mêmes leur film parodique d'un film qui a très bien marché. Souvent je montre cet exemple auprès des étudiants que j'ai en cours, je leur parle de Grumly, l'ours qui fait des blagues. Au départ, il y a un petit challenge sur Internet qui démarre et qui crée comme ça de la connivence. Et c'est un hit sur YouTube que tout le monde d'ailleurs essaye ensuite de repiocher, parce que l'idée c'est de leur proposer des aspérités créatives qui sont simples à reformuler. Et donc derrière il y a cooptation, puis derrière évidemment ça entraîne pas mal de détournements. Moi, je pense aussi qu'un des changements les plus notoires de ce retour-là possible, c'est avant les marques pouvaient mentir joliment, on va dire, faire de la belle publicité avec des belles campagnes d'affichage. C'est vrai qu'il n'y avait pas de retour. Donc aujourd'hui, elles ne peuvent plus mentir joliment. Donc elles sont obligées d'agir réellement. Et ça, en termes de réflexion stratégique, en termes de réflexion créative, ça a été un changement vraiment fondamental. Donc il y a énormément de métiers aussi qui se sont créés de comment on arrive à accompagner les marques, non seulement à dire de belles choses, mais à les réaliser derrière. Et je pense que, moi c'est la partie la plus intéressante aujourd'hui dans la réflexion stratégique et dans l'accompagnement des marques, c'est comment les pousser à aller jusqu'au bout de ce qu'ils expriment et comment les accompagner à être des acteurs sociaux réel et bienveillant, on va dire. Alors, ça j'entends bien. J'aimerais qu'on revienne quand même sur le centre du débat. C'est dans quelle mesure les réseaux sociaux ont changé la créativité dans les projets. Est-ce que les réseaux sociaux ont eu un impact
sur la création ou sur la... Alors, je veux absolument pas faire que l'apologie de la publicité, mais j'ai un exemple très concret d'application sur les réseaux sociaux d'une campagne de communication qui a servi à une marque de rebondir alors qu'elle était l'objet d'un bad buzz. C'est la campagne La Redoute, The Naked Man, que vous connaissez certainement. On découvre dans le site La Redoute un homme nu, et évidemment pour La Redoute qui est à la rue, derrière Amazon, derrière vente privée, etc., ils n'ont absolument pas pris le virage numérique. Donc pour eux c'est une catastrophe, on est à la veille des soldes. Donc c'est absolument terrible. La nouvelle fait le tour du net. En moins de 4 jours, c'est le tweet le plus lu et le plus viralisé de toute la planète digitale française, tout ça, donc une catastrophe. Et puis c'est l'MBBDO qui gère le budget La Redoute. C'est l'MBBDO a réussi à retourner un petit peu l'affaire en mettant en place un jeu viral qui démarre uniquement sur Twitter et sur Facebook, en proposant en fait aux internautes de découvrir les autres images erronées à l'intérieur du site. Donc, pof, on va découvrir dans une image un chien qui fait pipi alors que normalement il ne devrait pas le faire. Enfin bref. Et là, en termes de succès, c'est monumental, il y a des chiffres absolument faramineux. Vous pourrez d'ailleurs trouver sur le site du club des directeurs artistiques, puisque la campagne a été primée l'année dernière, si je ne m'abuse. J'aimerais répondre à ta question, Tienne. Pour une Redoute, tu as 50 KitKat. C'est-à-dire que tu en as un paquet de grandes entreprises qui galèrent ensuite derrière avec des vrais problèmes de communication, de relations publiques, d'affaires publiques, etc. Et en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est il y a 3 ans, quand on a commencé à créer la fonction médias sociaux, la pratique médias sociaux chez nous, j'ai regardé mon équipe de direction, je regardais ce que nous on faisait en web, je leur ai dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose en médias sociaux, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas beaucoup plus en amont d'abord avec les entreprises, parce qu'on ne travaille qu'avec des grandes entreprises, à travailler avec les entreprises et regarder comment est-ce qu'on peut implanter la fonction médias sociaux dans ces entreprises-là. Donc là, nous, on est sorti de la créativité design et on est rentré dans la créativité gestion des processus, gestion des affaires, planification stratégique, mais même en amont de la planification stratégique, toute la planification d'affaires, c'est-à-dire ce que font les vraies firmes de consulting hors numérique. Et nous, on a travaillé pendant les 3 dernières années de plus en plus là-dessus, et je peux vous assurer que c'est un domaine qui est passionnant, qui est plein de créativité. J'ai travaillé avec l'équivalent d'EDF qui s'appelle Hydro-Québec chez nous pendant des mois et des mois sur comment implanter les médias sociaux dans l'organisation. Et on n'est même pas encore arrivé là d'ailleurs, mais c'est passionnant parce que la créativité, elle est dans comment est-ce qu'on va implanter ça dans une entreprise qui a le plus de demandes médias au Canada, c'est-à-dire qu'ils ont 40 000 demandes médias au Canada, au département des affaires publiques. Ils ont le moindre truc qui sort, la moindre chose qu'ils font sort dans les médias le lendemain de manière décriée. Donc quand tu ouvres le 360, bah, tu te reprends 360 baffes dans la gueule. Et c'est passionnant parce que c'est là où on n'est plus uniquement des gens de créativité de communication, mais des gens d'affaires qui doivent être créatifs, inventifs, à l'écoute des gens, à l'écoute des usagers. Un de mes mentors, qui est chez un de nos clients, le Chief Web Officer chez Bombardier, m'a dit un jour, quand on a créé ça, il m'a dit de toute façon toutes les organisations doivent être transparentes. Mais alors c'est une grosse connerie de croire que la transparence c'est de tout dire. Il faut arrêter. La transparence, ça ne veut pas dire tout dire. Ça veut dire que ce que tu dis, et ça revient à ce dont tu parlais Anne tout à l'heure, c'est que ce dont tu parles, tu dois le dire avec humanité, tu dois le dire avec respect, dans un esprit de durabilité, tu dois le dire de manière honnête, tu dois dire des choses vraies, et si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne le dis pas. D'accord. Donc on a travaillé beaucoup avec des entreprises dans les dernières années à implanter des processus. Et je vous invite juste à penser à quelque chose, et qui est très important dans notre industrie. Une entreprise, prenez, on va prendre, je sais pas, un Renault. Non, pas Renault, non, quoique. Prenons Renault. Une entreprise qui fait des engins motorisés. Aujourd'hui, elle vend à travers le monde. Elle a des gammes de produits, puis dans chaque gamme de produits, elle a différents produits.
Chacun de ces produits-là est dans des pays différents, avec un positionnement différent, dans des logiques de distribution différentes, dans des marques avec des perceptions différentes, etc. Comme par exemple, nous on a un client qui est dans les cosmétiques et ils sont en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. En Amérique du Nord, ils sont vus comme moyen de gamme. En Europe, ils sont perçus comme cheap, comme au marché. Et ils sont perçus en Russie et en Chine comme du haut de gamme. Pensez une seconde à la gestion des médias sociaux pour ce genre de problématiques à travers le monde, où vous avez une marque, un produit, une gamme de produits, mais qui est vue de manière, et qui doit être vue de manière complètement différente, sur des marchés différents, dans des langues différentes, etc. Et là, je vous dis, on a besoin de gens créatifs en communication locale pour communiquer créativité, mais on a besoin d'une sérieuse créativité pour implanter ces processus dans les entreprises pour être capable de le gérer. Yann, je voulais te poser la question que tu connais bien ces environnements-là. Qu'est-ce que ça change, les réseaux sociaux, dans la conception d'un projet? Toi, tu as pas mal travaillé là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ton point de vue là-dessus? Oui, j'ai dirigé les médias sociaux dans une grande entreprise pendant 6 ans. Effectivement, c'est un renversement de la création. Je dirais c'est à la fois quelque chose de révolutionnaire et en même temps c'est quelque chose qui était dans les gènes de l'Internet déjà il y a 13 ans. Alors c'est vrai, ce qui a changé, peut-être ça revient à cette histoire de l'outil qui est approprié par les utilisateurs et qui crée la création en fait. C'est que ces outils sont énormément émancipés et ont permis une démultiplication phénoménale. Mais je dirais ce qui est à la base de l'Internet, dès le départ, c'est ce qu'on appelle le contenu généré par l'utilisateur. Alors, ça parle peut-être pas vraiment aujourd'hui, on a l'impression que oui, tout arrive en 2004 avec l'invention du terme Web 2.0, mais en fait non. Ce qui arrive depuis 2004, et après, je dirais de façon exponentielle depuis, c'est une appropriation par l'ensemble des utilisateurs, une massification de la création, ou du moins d'une forme de création. Alors moi, je ne suis pas un expert de la création, hein, mais il y a des modélisations qui ont été faites par Forrester, notamment, qui sont assez intéressantes, et qui ont montré les différents types d'utilisateurs en fonction de leur participation. Donc si on arrive, en calculant sur une population, on arrive toujours à peu près à la même chose. En fait, les 90, 9, 1... c'est entre 0,1 et 1% en fait. C'est souvent plus près de 0,1% alors je ne sais pas si on va les appeler des créateurs ou des créatifs. Est-ce que Michael pourrait nous parler un peu de Behance? Behance. Peter, tu souhaites que je parle de Behance? Oui, parce que c'est quand même au cœur de la création digitale. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre que réseaux sociaux, médias sociaux, souvent on résume je vais expliquer ce que c'est. Ouais. Donc souvent on résume à Twitter, Facebook, on va dire, d'ailleurs Twitter et Facebook complètement dans le sens opposé, différents, etc. Et il y a de plus en plus de, on va dire, réseaux sociaux par communauté. Voilà. Et alors vous qui êtes dans l'apprentissage du design, etc., vous devez être sensible à des réseaux sociaux comme Dribbble par exemple. Et il y en a un aux États-Unis, donc qui est un gros succès, qui s'appelle Behance, qu'on a choisi de racheter, donc qui fait partie d'Adobe maintenant. Et parce que en fait on est dans un mouvement où je pense que quand on regarde, alors pour un designer, hein, je parle, quand vous voulez entamer un processus créatif, il y a une première phase qui va être inspirationnelle. Hein, vous avez sûrement peut-être déjà une idée en tête où vous recherchez un peu des idées en combinant plusieurs choses. Donc vous allez vous inspirer des autres. Pour ça, il faut accéder aux créations des autres. Et après, vous allez pouvoir partager vos créations. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est aussi de partager vos étapes pour arriver jusqu'à la création. Et peut-être recevoir des commentaires aussi en temps réel, des encouragements. Voilà, tout ça, c'est important. Et Behance, ça permet ça. Donc ça permet de partager ses créations, ses portfolios, expliquer les étapes, les échecs, etc. Et du coup, on peut suivre des designers. Donc,
Moi, il y a des designers que j'admire à New York, par exemple, que je peux suivre, je trouve ça génial, je peux rentrer en contact avec eux, je peux partager ce que je fais. Et on est dans une réflexion maintenant où comment, dans cette phase de partage qui est vraiment temps réel, je peux le ramener jusqu'au niveau de l'outil. Voilà, donc là, on est par exemple dans des phases de réflexion où si je suis en train de créer une composition sous Photoshop, comment je peux partager au fur et à mesure cette création, peut-être pour apprendre aux autres ou peut-être au contraire pour demander du conseil. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, le futur d'Adobe, la couche réseaux sociaux, elle est ultra stratégique. C'est-à-dire que pour moi, Adobe, dans quelques années, ne sera pas juste un fournisseur d'outils, ce sera un fournisseur d'outils, plus un accès à une communauté de créatifs grâce à Internet, grâce au cloud, ce que vous voulez, mais enfin au fait que tout le monde soit connecté en temps réel et puisse partager de l'information. Et qu'Adobe aussi, pour rejoindre Jean-Louis, vous donne un accès unique à la possibilité d'apprendre des nouveaux outils, accès à de la formation en ligne. Et si vous voulez vous former à After Effects, ben, comment que ça se fasse très simplement. Voilà. Donc c'est pour ça, alors, donc, ça porte le nom Behance aujourd'hui, mais on l'a racheté, voilà, ça rentre dans la grande famille. Pourquoi Behance. Jean-Louis, moi je voulais te poser donc une question, c'est en quoi les réseaux sociaux demandent un savoir-faire particulier et est-ce qu'il y a un processus créatif dédié ou particulier vraiment pour ces outils-là? Il y a deux questions dans ta question. La première, c'est en tant que concepteur et créateur de dispositifs de réseau social, c'est une forme de conception un peu particulière qui est déterminée par les réseaux sociaux. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est un monde plat. Donc concevoir un dispositif pour un monde plat, c'est pas faire quelque chose pour les gens, mais faire quelque chose avec les gens. Donc créer un nouveau réseau social, et c'est encore possible. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais Facebook perd un nombre d'utilisateurs en milliers par mois, c'est-à-dire plus, grosso modo, le business model et la pub de Facebook montent, plus les gens s'en vont. Donc il y a d'autres réseaux sociaux qui vont se créer à côté. Il y en a plein de petits aux États-Unis, très particuliers. Puis une photo, elle disparaît 1 minute après, donc il n'y a pas de trace. Vine de Twitter, enfin il y en a quasiment un par mois, donc il y a encore plein de choses à faire. Donc c'est une forme de conception particulière parce que les dispositifs de publication classiques, historiques, c'est je fais quelque chose, c'est imprimé, je fais quelque chose, c'est publié, je fais quelque chose, c'est publié pour des millions de gens, et les réseaux sociaux, c'est je publie ou nous publions des choses avec des gens et c'est vu par des milliers de gens. Donc c'est une forme de conception qui est finalement une vraie, qui relève du domaine de l'application. Pour les utilisateurs, bah, c'est effectivement un apprentissage. C'est l'apprentissage de l'inverse de l'époque d'avant, de l'inverse des années 70, des années 80. C'est-à-dire, Warhol disait, on aura tous un quart d'heure de célébrité dans notre vie. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est nous aurons tous un quart d'heure d'anonymat. C'est-à-dire que la mentalité des réseaux sociaux, c'est qu'on partage et on montre énormément, avec les dérives, quand on n'a pas la compétence. Donc ça s'apprend, ça se pratique, c'est de l'éducation de ses enfants, etc. Et cette exposition conduit à un esprit critique, à qui fait partie de l'éducation française, de ce qui est vrai, ce qui est intéressant, ce qui est une vraie information, ce qui est une fausse information, ce qui est un abus, l'histoire 40 bars, on nous a pris pour des cons, ce qui est un vrai truc, comme effectivement la manière dont le drame Redoute a été sauvé par l'agence. Ça, c'est fait avec humour et intelligent. 40 bars, on nous prend un peu pour des cons. Bon. Et à la rigueur, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le problème, mais en tant qu'utilisateur de ces choses-là, et il y a un projet de loi en ce moment dans lequel on a été consulté, c'est finalement, dans l'éducation numérique, il y a deux choses. Il y a l'éducation à la culture numérique, Geoffroy en parlait, c'est-à-dire avoir une distance critique par rapport à ces trucs-là, et puis il y a savoir faire du numérique, éventuellement apprendre à coder. Et les deux sont importants, et effectivement, les réseaux sociaux, c'est énormément d'opportunités. LinkedIn, Behance, Facebook, Twitter, qui est un peu plus compliqué, mais où sur Facebook, on parle avec des gens qu'on connaît, on n'a rien à se dire, et sur Twitter, on parle avec des gens qu'on ne connaît pas sur des trucs très intéressants, pour faire simple. Mais c'est un peu compliqué le ticket d'entrée de Twitter, donc c'est encore une autre
éducation et finalement, là pour le coup, l'environnement éducatif, cher Peter, mais aussi des parents, les grands frères, etc. Ce qu'on est, chacun avec nos cultures, la vie en Californie, c'est pas la vie en France, ni la vie au Canada, sont pour le coup extrêmement importants face à ces nouveaux outils. Et là, on ne parle plus de création, on parle vraiment dans l'usage d'éducation des risques et des opportunités. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a des risques et il faut apprendre à décrypter ces choses-là, comme on a appris à décrypter la publicité à la télévision. Des fois c'est drôle, mais on n'est pas dupe, et puis des fois on aime bien, on a envie d'acheter le produit. Et on s'est positionné par rapport à ça. Sur ces réseaux-là, c'est un petit peu la même chose. On va aller très vite parce que je crois qu'on va être vite en retard. Je sens des signes qui vont arriver bientôt. Donc je voulais demander, Anne, peut-être, est-ce qu'il y a un savoir-faire particulier au niveau des agences en matière de réseaux sociaux et si oui, comment est-ce que vous gérez la chose? J'ai l'impression je vais avoir à me répéter, mais je pense qu'en termes de créativité, il y a non, alors moi je suis plus dans la conception-rédaction, donc je suis plus dans le travail d'écriture, mais je pense que non, il n'y a pas de savoir particulier, il y a une intention qui est toujours la même, et moi je reviens à une petite histoire que j'ai beaucoup aimée en termes de technologie, et c'est l'histoire du film à 220 millions de dollars. Et je ne sais plus qui racontait ça, mais je ne sais plus de quel film il s'agissait. Mais les mecs ont dépensé un argent fou en technologie, mais hallucinant. Et en fait, ils sont postés à la sortie du cinéma, et tous les gens disaient « Oh, qu'est-ce que c'était drôle, ce film !» Et en fait, ils étaient dégoûtés, parce qu'ils ont dit « On a dépensé 220 millions de dollars en technologie pour que les gens disent « C'est drôle !» Et en fait, tout ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un super pouvoir qui est, je pense, le super pouvoir de l'émotion. On revient à une espèce de raison sensible. Les gens ont envie d'être émus, continuent à avoir envie d'être émus. On racontera toujours des histoires. On demandera toujours à des créateurs et à des créatifs de raconter des histoires alors qu'ils sont au plus proche de ce que eux pensent bien, des histoires auxquelles ils croient. Mais je pense que, encore une fois, une histoire est une histoire, quel que soit le support ou quel que soit le réseau, voilà. Et l'envie de communiquer avec les gens reste la même. Voilà. Nicolas, mais très vite, rapidement. On va passer à la conclusion. Très rapidement, 2 exemples sur la manière dont les réseaux sociaux ont considérablement changé dans notre métier de la publicité, la manière d'envisager la création. Premier exemple, c'est Red Bull, le saut de Bob Gardner, qui a été suivi mondialement. C'est le coup le plus faramineux, publicitaire, hélas, d'une marque, puisque là, ça montre bien le pouvoir qu'obtiennent aujourd'hui les marques avec une utilisation extrêmement pensée d'un événement qui a eu une importance mondiale. Et la deuxième chose, c'est Oreo qui balance un tweet alors que toute une équipe de créatifs est présente lors de la finale du Super Bowl. Pendant la finale du Super Bowl, il y a des projecteurs qui claquent, le stade est plongé dans le noir, il y a une pub, un tweet qui arrive complètement fait par des créatifs présents sur place pour pouvoir rebondir sur le Super Bowl, et c'est grosso modo le message, c'est pour déguster un Oreo, il n'y a pas besoin d'avoir la lumière, quoi. Le tweet part en flèche. En termes de retombées... T'as pas seulement un tweet, t'as une image qui a été publiée à ce moment-là. Voilà, exactement. Mais au départ, ça vient de Twitter. Et en termes de retombées médias, je ne suis pas expert sur ces analyses-là, mais ils s'en sont beaucoup mieux tirés que des marques qui avaient payé des tunnels de pub pour être présents à cet événement. Donc là, on a 2 exemples très concrets de ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux peuvent apporter en termes de... Ce que nous on appelle le real-time branding. Et le real-time branding fait appel à ce dont tu parlais tout à l'heure, à une problématique qui est intense, qui est, tu as intérêt d'avoir quand même des gens qui connaissent les technologies en question, que tu as envie d'utiliser quand même, pour être capable d'avoir la créativité sur ces outils-là. Parce que là on parle d'un tweet, mais il faut connaître Twitter. On parle d'une image, donc il faut connaître le graphisme, mais ça aurait pu être beaucoup plus de choses que ça peut être encore plus de choses que là, puis là tu as intérêt d'avoir les experts. Et donc aujourd'hui, un des défis pour tout le monde qui est là dans cette salle-là, c'est on a intérêt d'être sacrément polyvalent.
Et quand nous on passe des entrevues dans notre boîte, c'est des gens qui ont une expertise. Moi j'appelle ça des super-héros. Donc j'ai mes super-héros, ils ont tous un pouvoir très très spécifique, mais ils ont aussi la capacité d'avoir d'autres super-pouvoirs et l'intérêt envers les autres super-pouvoirs. Alors, on est un petit peu plus terre à terre en France, on appelle ça des moutons à 5 pattes, donc c'était une des questions que je voulais poser. Bon, on va passer à la conclusion assez vite. Donc, Antoine, pour le coup, en tant que prospectiviste, donc là, l'idée, c'était plutôt de dire maintenant. Non, j'allais y venir. C'est pourquoi l'économie numérique va jouer un rôle demain en France. Ouais. Bon, et alors, le challenge, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Mais pourtant, tu vas voir, tu vas réclamer tes minutes. Moi, je crois que vous avez beaucoup de chance, mais vous ne le savez pas forcément. Alors, pour expliquer mon propos, je vais peut-être justement expliquer ce que c'est que la prospective. Alors, ma légitimité pour être ici est absolument nulle, puisque je ne m'y connais absolument pas en créativité digitale. Pour moi, Facebook est une boîte mail et je ne sais même pas à quoi ressemble un tweet. Alors, et c'est pour ça que tout ce que j'ai entendu ici m'a énormément fait réfléchir et en particulier comprendre pourquoi en fait j'en avais rien à foutre de Facebook, de Twitter et tout ça. C'est parce que ça me semble être l'équivalent d'ossement ou de petits cailloux par rapport à la fusée Ariane. C'est-à-dire que tout ça me semble extrêmement ringard et primitif. Et pourquoi vous avez de la chance? C'est parce que vous avez le nez dans le guidon. Et si vous relevez la tête, vous apercevez que vous avez non pas de la communication à faire, parce que ça m'a énormément gêné. La différence est, je te remercie Jean-Louis d'avoir fait le distinguo entre la création et la communication. Donc non pas seulement de la communication, mais à mon avis, un monde entier à créer. Le monde de demain, à mon sens, c'est à vous de le créer. Alors je vais vous dire pourquoi. Tu vas voir que tu vas quand même réclamer des minutes. Parce que, je reviens au sujet, création digitale, on a essayé de le définir, mais à titre perso, je ne suis pas très satisfait. La création, c'est tout. Visiblement. C'est ce qu'on... Ok, je veux bien. Et le réseau social, est-ce que vous avez tenté de définir le réseau social? Alors je vais reformuler ma question. Est-ce que dans vos pratiques professionnelles, vous vous demandez ce qu'est un réseau social? Sans doute. Moi, je vais vous dire ce que c'est pour moi. C'est ponctuellement Facebook, ponctuellement Twitter, mais tout ça, on s'en fout. Facebook va mourir, Twitter aussi, etc. C'est quoi un réseau social? C'est une numérisation de la société. C'est-à-dire que c'est un premier pas vers la numérisation de l'humain. Et c'est ce que disait Jean-Louis, c'est qu'ensuite il y a une interaction. Quand on numérise un objet, le fait même de le numériser le crée en même temps. Le réseau Facebook va du coup créer une nouvelle société en partant d'une base réelle. Un petit peu comme quand on fait une psychanalyse. Moi je me fie énormément de la psychanalyse parce que je sais qu'en faisant mon analyse, je vais en même temps créer ma propre psyché. Donc là c'est exactement la même chose. L'étape d'après c'est quoi? Parce qu'en fait si on m'a fait venir ici, c'est pour faire l'autiste du futur, le mec qui pense et il se passe quoi dans 50 ans, 60 ans. Alors j'ai une grosse boule de cristal évidemment et puis j'essaye comme Madame Soleil d'habiller ça avec un semblant de rationalité. Alors mon semblant de rationalité c'est de voir que en 1950 ce que vous avez aujourd'hui dans la poche ça prenait 30 mètres cubes et c'était uniquement le FBI qui possédait ça. Ensuite ça s'est un petit peu rapproché, c'est devenu l'ordinateur de bureau, puis c'est devenu familial, ça s'est encore plus rapproché. Maintenant c'est dans notre poche. L'étape d'après, vous allez voir que j'ai vachement fumé la moquette, mais j'y crois dur comme fer, c'est que ça passe à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il va y avoir inévitablement, enfin à moins qu'on se foute en l'air avant, ce qui est tout à fait possible compte tenu des contraintes environnementales et énergétiques actuelles, mais c'est un autre sujet, donc à moins de ce scénario négatif, tout ça va rentrer à l'intérieur et donc il va y avoir une fusion entre l'homme et la machine, tout ça avec une accélération des connaissances, tu parlais de sciences cognitives, des connaissances informatiques, des connaissances neurobiologiques et de l'intelligence artificielle. Et quand il se passera ça, les rois du pétrole, c'est vous. Parce qu'il ne s'agira plus de bricoler en adaptant vaguement un monde réel qui est plus ou moins en train de mourir de sa belle mort, ou en tout cas de céder la place à autre chose, mais d'inventer complètement le monde virtuel.
Les outils avec lesquels vous bricolez là, et moi je reprends là le terme de création digitale au sens où moi je l'entendais, c'est-à-dire de création, je dirais presque esthétique, il n'existe pas. Aujourd'hui, en termes d'esthétique, Facebook c'est quoi? C'est que dalle. En termes d'esthétique, Twitter c'est quoi? C'est que dalle. Et le PC au départ c'était quoi? C'est que dalle. Et puis un jour, il y a Steve Jobs qui a eu l'idée de les rendre un peu beaux, les ordinateurs, et il a juste sauvé sa société. Et bien vous, je crois que c'est ce qui vous attend, c'est de créer l'esthétique des réseaux sociaux du futur, et les réseaux sociaux du futur, ce sont les mondes virtuels. Et quand je dis créer l'esthétique, ça va bien au-delà. Et là, je rejoins votre définition, qui semble être votre définition de la création, c'est que ça ne sera pas seulement l'esthétique, mais ça sera aussi les codes, la manière de parler, les codes sociaux, pour une intrication complète entre réel et virtuel. En gros, vous bricolez aujourd'hui, et il me semble, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de chance, que tout est à faire. Antoine, je te remercie, je ne regrette pas mes minutes supplémentaires. Si tu me lances, on peut continuer. Hein. Bon, Peter, on a vraiment quelques minutes pour la conclusion, si tu veux la faire. C'est ce qui était prévu au programme. Donc, et ensuite, donc vraiment 1 ou 2 minutes, et ensuite on laissera les questions. Ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite par les questions de la salle. Voilà. Eh bien, en fait, si, c'est pas vraiment une question. En fait, j'étais en train d'essayer de récupérer le nom du monsieur qui vient de parler et que. Alors c'est Antoine Bueno. Alors c'est Bueno comme le Kinder. D'accord. Eh bien, je vous en aime d'autant plus parce que alors je pense que je vais aller bien au-delà du sujet qui est création digitale et réseaux sociaux. Mais vous m'avez pris au cœur avec votre petit discours de tout à l'heure sur l'importance du virtuel dans la société d'aujourd'hui et de demain. Je voulais vous demander si vous pensez que la société d'aujourd'hui devrait s'adapter à Internet ou si c'est Internet qui devrait s'adapter à la société. Je fais référence bien entendu au concept d'Internet civilisé du gouvernement précédent ou alors des tentatives de Fleur Pellerin de réduire Internet à l'économie. Alors, c'est une très très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est un seul et même écosystème. Mais moi, ce que... Ouais, mais j'aime pas cette prothèse-là. Non, mais je ne suis pas encore rabattaire. Ce que je veux dire, c'est qu'on est à la veille d'une révolution extraordinaire dont on n'a pas conscience. Je pense donc qu'il faut qu'on prenne cette conscience-là. Parce que ce que je vous ai dit concernant les mondes virtuels, ça va avec encore autre chose, et vous allez vous dire que ce mec a vraiment fumé toute la moquette, ça va avec l'immortalité. Parce que là, on est à la veille d'une révolution aussi dans ce domaine-là. Et donc, imaginez une société où la longévité est beaucoup plus grande, déjà ça change tout, et où en plus tout est virtualisé dans la mesure où vous êtes mentalement connecté. À partir du moment où vous êtes mentalement connecté, vous pouvez mutualiser par exemple vos sensations, pourquoi pas par exemple vos orgasmes, mais en tout cas vos sensations, et vous donner un sens physique au concept d'empathie. C'est quoi une société dans laquelle je peux à ce moment-là ressentir ce que vous ressentez et penser ce que vous pensez, à condition que vous m'y ayez évidemment au préalable autorisé. Ça change tout. Il nous reste très peu de temps, donc une question peut-être. Et bien Peter, c'est pour toi. Écoutez, je vous invite tous à boire un verre d'amitié au rez-de-chaussée. On nous attend. Et je vous remercie tous d'être venus à cette petite conférence débat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que ce monde numérique est encore plus angoissant maintenant qu'auparavant.
En tout cas, le rôle d'une école, je vais pas vous prendre la tête avec ça aujourd'hui, et surtout pas maintenant. Le rôle d'une école, en tout cas, c'est de préparer nos jeunes à un avenir, en tout cas, extrêmement complexe et qui demande beaucoup de culture, beaucoup de savoir-faire et beaucoup de croisement, de créativité. Il est clair que, on parlait tout à l'heure de logiciels, mais et Jean-Louis, qui n'est plus là, mais qui disait qu'on a connu la massification, le market pass, et ça a été quand même la grande révolution de l'informatique. C'est pas tellement... Il y a deux grandes révolutions de l'informatique, mais qui sont toutes parfaitement liées, enfin, du monde numérique. C'est d'une part la massification et d'autre part la baisse constante des prix de l'informatique. Moi, par exemple, je prévois pour Adobe, aujourd'hui, je crois que le cloud, c'est aux alentours de 50-60 euros de location mensuelle pour avoir la Master Collection. Je prévois une politique, une stratégie d'à peu près 15 euros à 10 euros par mois d'ici 10 ans. Pourquoi? Parce que vous visez 2 milliards d'individus, vous ne visez plus que les professionnels, vous visez 2 milliards d'individus. Autrement dit, Photoshop demain, c'est 2 milliards d'individus, After Effects aussi, et ils évolueront, bien entendu. Donc ça veut dire que notre métier d'éducateur n'est pas tant l'appropriation même des outils que peut-être une formation sur les fondamentaux, sur le graphisme, sur le visuel, sur l'esthétique, sur le sens, sur la sémantique, et sans doute que les outils vont devenir tellement démocratisés que ce n'est pas par cette appropriation technologique qu'on fera la différence de la créativité. Voilà, c'est mon sentiment. Qu'en pensez-vous? Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une idée sur cette question? Non, peut-être pas par rapport pour répondre à ces questions, mais j'ai une question en fait. Comment aujourd'hui on peut se distinguer, étant donné que tout le monde est sur Internet, comment nous en tant que designer ou futur graphiste, on peut se distinguer vu qu'on est une masse de designers et de graphistes? Est-ce que vous comprenez la question? Je ne sais pas trop à qui la question s'adresse. Moi, dans l'idée, c'est un petit peu la posture que j'essayais de proposer tout à l'heure, c'est justement le fait de détourner les choses. Ok, tout le monde utilise Instagram de la même façon pour prendre soit son chat, soit son assiette de pâtes en photo. Bah, tout à coup, on peut le faire pour faire autre chose, on peut présenter et détourner les outils. Et à mon sens, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un regard critique sur ces choses-là, voir ce qui est utile ou pas. Est-ce qu'on a besoin forcément d'être sur Pinterest ou pas? Est-ce qu'on a besoin d'utiliser tous les outils? Ou est-ce qu'il faut trouver plutôt les plus pertinents, les détourner, les approprier, et faire que ces outils, on soit plus malin qu'eux, et vraiment, et si un outil n'existe pas et qu'on en a besoin, on le crée, on le fabrique, on le code, on travaille ensemble aussi, parce que tout seul, c'est pas évident. Et à mon sens, pour se distinguer, le fait, entre guillemets, d'être vu, tout à l'heure on parlait de buzz, etc., moi c'est pas des termes qui m'intéressent, c'est plutôt le fait de faire en sorte que les gens qui nous observent, qui nous regardent, qui tombent sur nous, se sentent intelligents, se sentent valorisés et se sentent aussi enrichis avec ces choses-là. Et donc c'est à nous, à mon sens, en tant que designer, de proposer des nouvelles formes, des nouveaux détournements, des nouvelles façons d'enrichir et de rendre plus intelligents les gens. Et ils nous en seront peut-être gré et pour nous remercier de ces choses-là. Et à mon sens, c'est peut-être comme ça qu'on peut se distinguer. Voilà. On va continuer ce débat au rez-de-chaussée en buvant un petit verre d'amitié les uns avec les autres. Merci à vous.